En fait, c'est l'aérodrome de Duny au départ. Il s'est passé qu'une année, en 1927, il y a un monsieur qui s'appelle Lindbergh, qui a traversé l'Atlantique en avion et qui s'est posé ici sur l'aéroport de Duny. Et la presse a fait énormément de bruit en disant Lindbergh a traversé pour la première fois l'Atlantique en avion et il s'est posé, allez-y, c'est au Bourget. Et c'est devenu l'aéroport du Bourget. Il y a des anciennes cartes postales qui ont été un peu agrandies, où il y a notamment le portrait de Marie de Bastier, qui avait atterri sur l'aéroport dans les années 30, où il y a écrit aérodrome, le Bourget Duny, et puis une autre où il y a clairement écrit base aérienne de Duny-le-Bourget. Des fois, le sens s'inversait entre le nom des deux villes. C'est un lieu qui est assez étonnant parce que c'est un des aéroports déjà, un des plus anciens au monde, toujours en exploitation. Donc il date de 1914 dans sa dimension militaire. C'est le tout premier aéroport où on prend l'avion à Paris. On a cherché des terrains d'aviation à proximité de Paris durant la Première Guerre mondiale. Les premiers terrains étaient effectivement au nord du Bourget, à la limite de Duny, mais très vite il a fallu avoir quelques hectares supplémentaires pour accueillir autant de logistique. L'aéroport du Bourget tenait effectivement une situation opérationnelle par rapport à la ville de Paris, avec pendant la Première Guerre mondiale la construction des avions Bernard qui partaient au front, et avant de partir au front, ils faisaient leurs essais sur la piste du Bourget. Le front en 14-18 n'était pas très loin du champ d'aviation, et c'est pour ça que d'ailleurs le champ d'aviation s'est créé ici sur le Bourget, et puis parce qu'il y avait une plaine et un terrain qui était plat où on pouvait faire atterrir des avions. J'ai des photos des premiers hangars lossiers qui abritaient les derniers avions de l'armée de l'air française après la guerre de 14-18. Ils existaient, ils n'avaient pas la dimension actuelle, ils étaient plus petits, moins profonds. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, se pose une question très concrète pour les industriels qui ont développé donc une véritable industrie de l'aviation. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces avions qu'on a construits, de toute cette industrie, et qu'est-ce qu'on fait de tous ces pilotes qui ont appris à piloter des avions pendant la Première Guerre mondiale? Et c'est là qu'on se dit, on pourrait transporter des passagers. Donc l'aviation commerciale, elle naît après la Première Guerre mondiale, avec une expérimentation au mois de mars 1919 entre Le Bourget et Bordeaux. On expérimente un service qui est gratuit. On peut prendre l'avion gratuitement. C'est pas mal, hein, mais ça vaut risque et péril. À l'origine, c'était plutôt c'était l'aéropostale, donc c'était pas forcément, on va dire, le transport de passagers. Ensuite, ça a été le développement de l'aviation civile dès les années 20, enfin après-guerre en fait. Au tout début, l'avion, ça vise une clientèle assez aisée. On est à peu près à 700 passagers sur la première année. Quand on voit que sur Orly et Roissy, aujourd'hui on est à 105 millions, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans l'aérogare qu'on connaît. Hein. En 1919, ce sont des aménagements très très spartiates. Ça fait plus baraquement qu'autre chose. Voilà, il faut bien lancer l'activité. Puis il est devenu le premier aéroport commercial de Paris, avec ce magnifique aérogare qui a été inauguré en 1937. Progressivement, voilà, l'avion va pas encore se démocratiser. On va petit à petit passer à plusieurs dizaines de milliers de passagers, ce qui va nécessiter après de faire un vrai bâtiment, une vraie aérogare. On lance un concours en 1935, un concours d'architecture. C'est Georges Labro, il va gagner ce concours. Architecte des PTT, il fait des bureaux de poste et des centraux téléphoniques. Et il va faire ce bâtiment, l'aérogare donc historique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'aérogare historique, qui fait 233 mètres de long. Donc on est, avant la Seconde Guerre mondiale, dans un bâtiment très moderne. C'est une des aérogares les plus modernes d'Europe à ce moment-là. En 1943, Duny est occupé par les Allemands. Les nazis ont pris possession des terres aériennes, parce que c'était le seul port aérien à proximité de Paris, et c'était le plus proche de Paris. Et donc les forces alliées, notamment les Américains, dans l'opération Starkey, ont bombardé plusieurs sites stratégiques, et Duny était une cible évidente. On reconstruit le Bourget à l'identique, on rappelle l'architecte Georges Labro, il améliore de surcroît un peu les lieux, mais en fait en 1945, l'État décide qu'il y aura aussi Orly. L'objectif, c'est que le Bourget soit l'aéroport à terme destiné au fret, au transport de marchandises, et qu'il n'y ait en fait pour les voyageurs à terme que Orly. Les choses n'ont pas exactement se passer de cette manière-là. Le trafic augmente tellement, notamment Orly, on se dit que même quand l'aéroport d'Orly sera terminé, et ça c'est sur des décennies,
On se dit, de toute façon, ça ne suffira pas. Et dès 1957, on se dit qu'en fait, il faudra peut-être 3 aéroports. 1960, il y a l'arrivée de l'aviation d'affaires. Donc ça, c'est IBM en France qui a introduit l'aviation d'affaires, donc un trafic qui va donc être présent en plus de l'aviation commerciale classique. Il y avait manifestement un besoin pour les grandes entreprises qui se développaient à l'international de pouvoir se déplacer. L'aviation d'affaires, ça sert à ça. Il fallait la mettre quelque part. La mettre sur un aéroport sur lequel vous avez des centaines d'avions de transport civil qui décollent ou qui atterrissent dans la journée, c'était complexifier un petit peu le système. Il s'est trouvé qu'on avait une plateforme juste à côté qui était en parfait état, qui avait une grande capacité, qui pouvait accueillir ce trafic, donc on a dit on va le mettre là. Nous avons construit le premier hangar en 1965 sur la partie nord du Bourget, qui alors était déserte. Il n'y avait strictement rien. L'aéroport s'arrêtait après ces fameux magnifiques 5 hangars construits en 1922, et après le grand hangar qui était celui de l'UTA. On était au début du développement de cette activité d'aviation d'affaires à réaction, et progressivement, en fonction des besoins, en fonction des sociétés qui s'intéressaient au développement de cette activité, tout naturellement, l'aéroport s'est développé au fil des ans. Il y avait encore de la vie, je dirais. Je pense que c'était plus forcément le trafic à l'international, enfin, sur les longs courriers, mais je pense qu'à cette époque, il y avait encore les moyens courriers, peut-être ce qui se faisait sur l'Europe, et puis les vols intérieurs. J'ai une de mes cousines, du coup, qui travaillait à la librairie. Il y avait une librairie, en fait, dans l'aérogare. Il y avait des comptoirs d'enregistrement, il y avait des banques, il y avait des boutiques. On n'avait pas l'informatique pour commander le billet d'avion. On venait, on achetait son billet ici ou dans une agence dans Paris, et puis on embarquait directement. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 19 ans et je l'ai pris au Bourget. Il n'y avait pas de passerelle pour arriver aux avions, on marchait sur le tarmac. Je suis partie du Bourget, mais j'étais revenue par Orly. À l'époque des caravelles, des premières caravelles, on marchait à pied, on montait les marches de l'escalier des cercles de l'avion et on rentrait dans l'avion. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des passerelles, etc. Ça se passait là derrière, où nous sommes, et vous voyez d'ailleurs arriver départ dans cette magnifique salle avec ces 2 escaliers. L'un menait à la météorologie et l'autre menait à la tour de contrôle où nous venions déposer les plans de vol. En 1958, vous avez le ministre de la Reconstruction qui voit d'un très mauvais œil le développement du Bourget parce que qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, le Bourget, il y a du terrain. Et on pourrait plutôt faire de l'immobilier sur ce terrain. Faire un quartier d'affaires à l'est, donc le Bourget, en plus du quartier d'affaires de l'ouest, la Défense. Et fin 59, début 60, le principe de fermeture du Bourget est adopté. L'idée, c'est qu'on se dit, voilà, on va construire un nouvel aéroport qui sera à Roissy en France. On va l'ouvrir aux années 70 et à ce moment-là, on fermera le Bourget. Mon père, du coup, du Bourget a été muté sur Roissy. Donc on savait qu'il y avait un transfert effectivement de l'activité. On l'a vécu dans la mesure où on voyait déjà beaucoup moins d'avions survoler le Bourget, on va dire. Et on a bien vu que il y avait une baisse de l'activité. Ça s'est d'abord arrêté avec les longs courriers, ensuite les moyens courriers, donc l'Europe, et puis ensuite les vols intérieurs. Quelque part, c'est une page qui se tourne. C'est autre chose qui démarre, c'est autre chose qui démarre ailleurs. Dans les années 75, 76, on disait le Bourget va mourir, on va fermer ça, on va construire des tours d'habitation à la place. Ça a vite disparu. On s'est vite aperçu qu'il y avait autre chose à faire. Il y a eu une décision politique qui a été prise à l'époque du président Giscard d'Estaing, où j'ai cru comprendre qu'il y avait donc eu de nombreuses questions pour savoir ce que serait l'avenir de cet aéroport. Parce que le trafic, en fait, explose. Au début des années 70, on est à peu près, on va dire, à une dizaine de millions de passagers sur Orly plus que Bourget. Et à ce moment-là, Aéroport de Paris considère que le trafic va doubler tous les 5 ans. On dit, le Bourget, finalement, on va le garder. Et on va développer une activité qui est apparue 10 ans plus tôt au Bourget, en 1960, c'est l'aviation d'affaires. On va garder la moitié de l'aéroport du Bourget pour de l'aviation d'affaires. L'autre moitié, ça pourrait être notamment un jardin, une opération d'urbanisme. Et puis finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est le musée de l'air et de l'espace qui va s'installer sur la partie qui n'est plus exploitée par l'aviation commerciale. Donc en fait, cet aéroport qui a été menacé de fermeture à plusieurs reprises, finalement, il est toujours là. C'est pas parce qu'ici, il n'y a plus d'activité commerciale classique, type Orly-Roissy, que c'est un aéroport en sommeil. En fait, c'est un aéroport qui est extrêmement dynamique.
il y a un peu plus de 60 000 mouvements d'avions par an sur 2022. Donc c'est un besoin qui est important. Je pense qu'on n'en est plus à dire dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, l'aéroport fermera. C'est passé de mode, ça. Aujourd'hui, il y a un grand projet qui s'appelle le Bourget 2030 et il prévoit un certain nombre d'améliorations, de modifications, d'agrandissements de l'aéroport, toujours tourné vers l'aviation d'affaires. Le futur, il se construit aujourd'hui. Tous les constructeurs d'avions, je dis bien tous les constructeurs, travaillent à avoir des avions plus performants, moins polluants. On parle de l'arrivée de gyrocoptères, c'est-à-dire ces équipements qui fonctionnent un peu comme des hélicoptères, mais avec plusieurs hélices réparties autour de l'engin, et dont on a l'espoir de faire du taxi aérien. En région parisienne, je ne sais pas si on le fera, mais c'est quand même l'idée. Comme c'est un lieu qui est un aéroport qui est plus petit qu'Orly et Roissy, ça permet d'expérimenter tout ce qui touche à l'aviation décarbonée. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait un trafic régional ici avec des avions décarbonés. Ça a toujours été un aéroport un peu avant-gardiste, le Bourget. Beaucoup de possibilités, c'est un peu de la prospective, mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2030, le métro, il ira à Charles de Gaulle.